c'est ça. Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouveau webinaire de la Société géologique de France et de Géochronique, je suis Bernard Fourcade, le rédacteur en chef. Donc, avant de revenir au sujet du jour, je vais vous annoncer les prochains numéros de Géochronique. Alors, actuellement, sous presse, on a le dossier du mois de juin, le Géochronique du mois de juin, dont le dossier sera consacré au Delta. Ensuite, notre numéro du mois de septembre, le dossier sera consacré aux points stratigraphiques remarquables de France, autrement dit les clous d'or. Le numéro de décembre, le dossier sera consacré aux traits de côte. C'est un sujet éminemment d'actualité avec la remontée générale des eaux dans les océans. Donc voilà, donc ça fait nos trois numéros qui restent pour l'année. Et le premier donc, qui a été diffusé cette année au mois de mars, c'est celui qui va vous être présenté aujourd'hui. C'est le dossier qui a été consacré à la phylogénie. Alors, excusez du luxe, mais on a eu 3 coordonnateurs pour ce beau dossier. Les 3 coordonnateurs qui sont présents aujourd'hui et qui vont vous présenter ce dossier, donc la phylogénie. Alors, je vais vous présenter rapidement ces 3 coordonnateurs. Alors, tout d'abord, Isabelle Rougier. Alors, tous les 3 appartiennent au Centre de recherche en paléontologie de Paris, le CRDP. Alors, tout d'abord, Isabelle Rouget, qui est enseignante-chercheur au Muséum national d'histoire naturelle. Elle est responsable de la cellule recherche expertise patrimoine géologique et elle est spécialiste des céphalopodes fossiles, phylogénie, évolution, paléoécologie des céphalopodes. Ensuite, Jérémy Bardin, qui est ingénieur d'études à la Sorbonne et qui analyse et traite des données paléontologiques et biologiques pour comprendre la structure de l'évolution. Et enfin, Guillaume Binet, qui est enseignant-chercheur au MNHN également, qui est chargé des collections mammifères fossiles et qui est spécialiste des mammifères. Bon, mais voilà, donc écoutez, c'est dans ce brève introduction. Après cette brève introduction, je vous donne le micro pour à peu près une quinzaine de minutes de présentation. Ensuite, on aura environ une quinzaine de minutes de questions-réponses. Alors, pour les auditeurs, si vous avez donc des questions, vous pouvez les écrire directement sur l'écran. Comme ça, ensuite, on essaiera d'y répondre pendant une quinzaine de minutes. Voilà, mais je vous laisse la parole. Merci Bernard. Bonjour à tous. Alors, quelques petits mots d'introduction sur ce dossier phylogénique. On va peut-être montrer à l'écran, on va montrer la couverture. Jérémy vous donnera d'ailleurs quelques mots sur cette couverture. Donc, pour contextualiser ce dossier, nous avons été sollicités par l'équipe éditoriale de Géochronique sur une demande qui était qu'est-ce qu'il y a de neuf en phylogénie? On n'en a pas fait de dossier depuis longtemps, on en a beaucoup entendu parler dans les années 80-90, et puis qu'est-ce qui se passe? Et puis, on s'est dit que c'était une bonne occasion, effectivement, de nous adresser à toute la communauté de la SGF et des géologues sur des spécialités diverses, parce qu'effectivement, en paléontologie, on connaît bien les questions les plus populaires, les plus modernes aujourd'hui, c'est l'étude de la réponse des environnements, des écosystèmes aux crises biologiques et l'influence de l'environnement sur l'évolution. Mais souvent, derrière toutes ces analyses, il y a un prérequis qui est d'avoir des relations entre les taxons, c'est-à-dire des phylogénies ou des arbres phylogénétiques, qui sont donc les représentations qui rendent compte de la structure de l'évolution, de la façon dont les divergences se sont opérées au cours du temps. Et c'est vrai que ces phylogénies ce champ disciplinaire de l'analyse phylogénétique et de rechercher des phylogénies, c'est quelque chose qui a été bien popularisé par les biologistes, notamment par des gens comme Guillaume Lecointre avec son livre assez connu, La classification phylogénétique du vivant. Et on sait bien que les phylogénies servent à classer les taxons. Mais au-delà de ça, les phylogénies ne servent pas qu'à classer des taxons, ça sert aussi à représenter la structure de l'évolution. Et ça, maintenant, c'est vraiment le prérequis dans la plupart des analyses qui traitent de l'évolution à différentes échelles taxonomiques, différentes échelles de temps, différentes échelles d'espace aussi, donc tout ce qui traite des grandes questions de macroévolution. Donc, on s'est dit que c'était intéressant pour le public des géologues parce que, effectivement, ça
impacter aujourd'hui d'autres disciplines comme l'étude des paléoenvironnements, l'étude des paléoclimats, mais aussi la biogéographie, et que la phylogénie n'est pas une petite discipline isolée seule et qu'elle peut avoir plein de liens avec toutes les autres spécialités des géosciences. Alors, une fois qu'on était parti sur ce constat, il fallait construire un dossier et la problématique est très, très vaste. Et ce qui nous a semblé vraiment important, c'est de montrer que derrière cette recherche des relations de parenté, il y a une science en mouvement, c'est-à-dire que ce n'est pas une boîte noire, il y a des données, des hypothèses pour rechercher des relations de parenté entre les taxons, et il y a des méthodes qui sont très, très bien établies. Alors, ces méthodes, elles reposent sur des données, des algorithmes, des prérequis, et c'est quelque chose qui nous a semblé important de traiter. C'est pour cela qu'on a fait un chapitre introductif qu'on appelle les dessous méthodologiques de la phylogénie, qui a été proposé par Pierre Darlu, qui a fait le tour de force quand même de synthétiser comment on fait des phylogénies, avec quelles données, avec quelles méthodes, avec quels algorithmes, et les prérequis de vocabulaire pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors, c'est un article qui peut paraître un petit peu ardu, mais qui n'est pas un prérequis pour lire le dossier. Je pense qu'on peut le lire de manière un petit peu superficielle et revenir dessus. Et pour les difficultés qu'il peut y avoir dans cet article, il y a quand même un glossaire à la fin du dossier qui va vous permettre de reprendre quelques notions si ça ne vous est pas apparu très, très clair. Ensuite, on a voulu montrer que la discipline de l'analyse phylogénétique, elle progresse en paléontologie à travers la découverte de nouvelles données, à travers des nouveaux résultats qui sont produits par et les nouvelles données et les nouvelles méthodes possibles aujourd'hui. Jérémy va vous en parler un petit peu. Et enfin, en dernière partie, on a voulu montrer que ces phylogénies, ce n'est pas seulement des outils pour classer, pour connaître les relations de parenté, c'est maintenant des outils qu'on va utiliser pour éclairer des questions de macroévolution, essayer de comprendre les scénarios évolutifs. Et ça, c'est ce que vous montrera un petit peu Guillaume. Donc, je vais passer la parole à Jérémy qui va un petit peu vous détailler ce qu'il y a dans la première partie du dossier. Alors, dans cette partie du dossier où on a voulu montrer quels étaient les arguments, quels étaient les types de données qu'on pouvait utiliser pour reconstruire des phylogénies, et particulièrement dans le fossile, parce qu'autant sur les organismes actuels, maintenant il y a une large part des phylogénies qui est faite avec des données moléculaires, et ces données moléculaires, on y a un tout petit peu moins accès, même si on va voir qu'un tout petit peu quand même. Et donc, on voulait présenter quels étaient les nouveaux types de données qu'on utilisait, quels étaient les champs de recherche qui étaient les plus actifs pour enrichir la robustesse et la quantité de phylogénie à notre disposition. Donc, un premier article de Philippe Janvier se nomme « Voir l'invisible dans les fossiles ». Et donc, cet article présente comment on peut utiliser des nouvelles technologies, notamment pour obtenir à partir des fossiles de nouvelles données, que ce soit à travers des scans, que ce soit à travers tout un tas de techniques qui vont nous permettre de comprendre différemment cette matière et donc d'accéder à de nouveaux types d'arguments pour construire ces phylogénies. Par exemple, ici, vous avez une petite figure qui illustre un des exemples de cet article où, en partant d'un fossile et en faisant des scanners à très haute résolution qui vont permettre d'obtenir des tranches des structures internes à ce fossile, permettent, comme vous le voyez ici, de reconstruire l'anatomie qui était complètement cachée dans la roche, l'anatomie de structures, comme ici un neurocrâne. Et alors, accéder à ce nouveau type de structure, d'organes, nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de l'évolution et dans la reconstruction des phylogénies. Donc voilà, après ce petit tour sur scanner et retrouver l'invisible, avec Guillaume Billet, nous avons écrit un petit article qui va vous permettre de comprendre aussi comment la variabilité de la morphologie, donc chose qu'on utilise le plus en phylogénie, cette variabilité, en réalité, elle est assez complexe. Elle est très hiérarchisée. Et donc, à travers des petits exemples comme ça, très enfantins, vous allez pouvoir voir comment, en fait, prendre des organismes comme ça, il y a énormément de structures, notamment le développement.
Et puis, en fait, un organisme se développe tout au long, donc il change. Et puis, chacun des organismes appartient à une population, à une espèce. Et puis, ces espèces, on va essayer de les coder. Mais vous voyez que tous ces champs de variabilité, ben, on doit se poser la question de comment on les intègre pour reconstruire les phylogénies. Et c'est ce que propose cet article, c'est-à-dire de vraiment comprendre quels sont les enjeux et quelle est la complexité de prendre en compte toutes ces données pour les phylogénies. Alors, avec des exemples aussi, donc autant des exemples qui sont assez simples, des exemples illustrés, et puis des exemples qui sont directement tirés de nos articles de recherche, comme ici. Alors là, je ne vais pas le décrire spécialement, mais vous allez voir comment, en réalité, les différentes parties d'un organisme ne sont pas si indépendantes entre eux. Il n'y a pas juste à lire les variabilités morphologiques pour reconstruire la phylogénie. Il y a des challenges, et ça, c'est un exemple qu'on vous propose sur un type de challenge très particulier. Vous allez découvrir, c'est une petite merveille. Et enfin, dans ces nouvelles données, eh bien, il y a quand même l'ADN. Alors, si j'ai dit qu'on avait tendance à utiliser majoritairement la morphologie, on retrouve un petit peu d'ADN, même s'il est très mal préservé. Et vous aurez ici un exemple qui vous montre comment cet ADN ancien, cet ADN fossile peut être utilisé pour reconstruire les phylogénies ici de mammouths et d'éléphants. Et voilà, et je vais maintenant passer la main à Guillaume Billet qui va vous présenter quelques exemples de ce qu'on peut faire avec des phylogénies. Bonjour et merci Jérémy. Du coup, là dans la partie 4 que l'on va vous présenter, on a voulu montrer différents exemples qui illustrait en fait à quel point nos reconstructions de phylogénie, nos reconstructions des relations de parenté entre les êtres vivants, eh ben, ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose de changeant au cours du temps, au gré des nouvelles découvertes de caractères. Par exemple, tout à l'heure, Jérémy a montré qu'on pouvait trouver de nouveaux caractères grâce aux méthodes SCAN, des nouveaux caractères internes. On les ajoute à nos phylogénies, ça peut faire changer donc, les relations de parenté que nous reconstruisons. Également, bien sûr, des nouveaux fossiles peuvent modifier nos reconstructions. Et puis, de nouvelles interprétations également peuvent amener à changer les arbres que nous reconstruisons. Et donc, dans ce passage, on a 3 contributions que l'on a voulu comme autant d'exemples montrant un petit peu la variété de renouvellement des reconstructions phylogénétiques. Donc, un premier exemple sur la phylogénie des tortues qui compare un petit peu en fait, les données moléculaires et les données que l'on a, les données morphologiques que l'on a notamment sur les fossiles, et qui montre en gros qu'il y a un désaccord assez fort encore aujourd'hui sur la position en fait, phylogénétique des tortues au sein de l'arbre des reptiles, et qui montre que même s'il y a un gros désaccord, on a aussi de plus en plus un accord sur la position générale dans le groupe des diapsides, et que au gré des nouvelles découvertes, on va essayer d'aller vers quelque chose de plus congruent entre les deux types de données. Mais ça montre à quel point en fait, l'entreprise phylogénétique n'est pas simple et à quel point on doit se frotter aux données moléculaires qui sont un apport vraiment essentiel aussi pour nous, même en tant que paléontologue. Ensuite, il y a un second exemple, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce second exemple, sur la nervation alaire des odonates, mais qui montre que là, de nouveaux fossiles avec une préservation exceptionnelle et une interprétation minutieuse des traits que l'on voit là, comme sur l'aile d'une libellule, et ben, ou d'un odonate fossile, peut nous aider à reconstruire et à bien comprendre les relations de parenté. Donc tout ça, c'est vraiment, c'est pas un travail d'observation très simple, mais il y a vraiment de grosses interprétations derrière avec des hypothèses d'homologie entre les structures que l'on observe. Donc ça, c'est amené à changer au gré des spécialistes et des observateurs donc, de ces données. Puis le troisième exemple, je pense que là, je vais laisser redonner la parole à Jérémy, puisqu'il connaît bien mieux que moi cet exemple-là. Alors oui, on voulait quand même qu'il y ait un petit exemple sur les ammonites, qui sont quand même certainement le fossile et le taxon le plus important de l'histoire de la vie. Et donc, c'est un exemple qu'on a tiré d'un travail qu'on a fait avec Isabelle. Et l'idée était, eh bien, comme les ammonites ont une coquille qui croît de manière accrétionnaire, c'est-à-dire qu'on a quasiment tous les stades de croissance de cette coquille, lorsqu'on part de son extérieur vers le centre, on peut en quelque sorte remonter le temps de son développement.
Or, c'est quelque chose qui, dans les phylogénies, est assez peu exploité, surtout parce que généralement, on a assez peu de données. Mais comme ici, on avait vraiment tout le développement de la coquille, eh bien, on a voulu voir comment on pouvait intégrer ce développement pour reconstruire des phylogénies. Et finalement, quelque part, marier la dimension temporelle d'un individu, d'une espèce, avec celle de l'évolution de tout le groupe en entier. Alors, vous lirez ça tranquillement, mais voilà, ce sont des ammonites qui vivaient au Plinsbachien, enfin, au Jurassien inférieur. Voilà une petite carte qui reconstruit en gros les deux principaux domaines où vivaient ces ammonites, le domaine nord-ouest européen et boréal. Et alors l'idée, c'était, voilà, donc cette figure peut paraître barbare, mais l'idée à en retenir, c'est que, eh bien, on prend tout au fil de la croissance de la coquille certains paramètres morphologiques et qu'on va intégrer ces paramètres morphologiques avec des petits modèles dans la reconstruction phylogénétique comme des arguments. Tout comme on pourrait dire le pouce opposable aux autres doigts est une synapomorphie de primate. Eh bien, nous, ici, on allait intégrer la manière dont se développe la coquille au cours de la croissance dans ces analyses phylogénétiques. Et donc, on a pu montrer aussi que cette manière de prendre en compte le voyage et pas seulement la destination, eh bien, permettait d'obtenir des phylogénies qui étaient plus robustes que celles qu'on pouvait utiliser classiquement, où on utilise quasiment que les adultes. Et même, cela a permis d'avoir une reconstruction de la relation entre l'évolution du groupe d'une part et sa distribution paléogéographique qui était plus concordante avec ce qu'on pouvait connaître de la paléogéographie et notamment des phases de séparation des deux domaines. Enfin, la dernière partie du dossier, on va la balayer très vite, Guillaume, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais l'idée, c'est de montrer après comment on utilise ces phylogénies pour résoudre des questions beaucoup plus vastes. Alors peut-être on peut s'attacher à l'exemple cétacé, peut-être. Ok, merci, oui, Isabelle. Du coup, donc on a eu plusieurs contributeurs pour cette partie aussi. Et là, on va juste montrer un petit exemple sur les cétacés qui illustre en fait à quel point ces patrons de relations de parenté sont utiles après pour faire tout un tas d'inférences sur l'évolution, tester des scénarios d'évolution. Là, par exemple, c'est donc un exemple fondé sur les cétacés, le groupe des baleines et des dauphins actuels, pour lequel donc, des chercheurs ont cherché à comparer l'évolution des températures donc, au cours du Cénozoïque avec des taux de spéciation des cétacés, donc ça qui ont été estimés à partir des arbres de relations de parenté que nous possédons, à partir des distributions des fossiles et également d'hypothèses moléculaires de divergence entre taxons. Et donc grâce à ces données-là, ils ont pu estimer des taux de spéciation ici en lien avec les courbes de température et voir que il y avait une concordance potentiellement bonne entre l'évolution de ces températures et le taux de spéciation des cétacés. Alors ça, c'est juste pour vous illustrer à quel point on peut se servir des arbres et le type d'hypothèse que l'on peut tester. Il faut savoir que ça, c'est fondé sur des modèles assez complexes et que c'est des domaines qui sont toujours assez discutés, qui sont amenés à évoluer beaucoup dans les prochaines années. Mais voilà une illustration de ce qu'on peut faire à partir des arbres. Il y a plein d'autres domaines dans lesquels on peut chercher et tester des hypothèses, des scénarios d'évolution, comme au niveau biogéographique, par exemple. Il y a une contribution à la suite de ça. Donc, on n'aura pas le temps de présenter ici, mais vous pouvez aller voir dans le détail dans le dossier. Voilà, merci Guillaume. Donc pour conclure, l'idée de ce dossier était un peu ambitieuse parce qu'on voulait s'attacher à la fois à bien montrer qu'il y a de la méthodologie et des données derrière ces reconstructions phylogénétiques et que ça suscite beaucoup de travail des systématiciens, phylogénéticiens. Et puis après, il y a toute l'exploitation de ces phylogénies pour commencer, on peut dire, à s'amuser avec ces résultats et à répondre à des questions évolutives. Alors, on espère qu'à travers la variété des exemples qu'on a voulu choisir, pas uniquement chez des taxons vertébrés qu'on connaît bien, mais aussi bien chez des insectes, chez des ammonites, etc., on a voulu essayer de montrer que ce champ-là est complètement pris dans toute la paléontologie et qu'il y aura de toute façon des tas de résultats nouveaux dans les années à venir. Voilà, maintenant on peut répondre à vos questions sur ce dossier. Bien, merci beaucoup.
Pour cette intéressante mais courte présentation. Je sais que c'est toujours un défi de présenter un gros dossier comme ça dans un temps aussi court, mais enfin, c'est un peu c'est l'exercice qu'on vous demande. Merci d'y avoir bien participé. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Bon, une simple remarque personnelle, moi, sur ce dossier, ce qui m'a surpris, c'est que bon, la paléontologie, c'est une des plus anciennes spécialités de la géologie, si ce n'est la plus ancienne. Hein. Les gens ont trouvé des fossiles, essayé de les comprendre, de les expliquer. Ce que j'ai beaucoup appris dans ce dossier, c'est tout l'apport de la science, je dirais, moderne, au-delà de la morphologie, l'utilisation des outils statistiques, l'utilisation de l'ADN, de la modélisation. Donc, c'est vraiment l'utilisation moderne, la modernisation d'une science très ancienne, et je crois que c'est quelque chose qui est très bien montré dans ce dossier, et comme vous le disiez, à beaucoup d'exemples très diversifiés, et je crois que ça donne un très bon paysage de ce qui se fait actuellement, la pointe du progrès, et puis bon, avec vous trois, vous êtes des grands spécialistes de ces domaines-là. Donc, merci pour ce beau dossier. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je n'en vois pas. Ou éventuellement, si des gens veulent poser des questions oralement, je ne sais pas s'ils peuvent le faire. Dans le chat, je ne vois pas de questions pour l'instant. On va attendre peut-être quelques instants. Alors, en attendant juste vu que Isabelle avait dit que je parlerais rapidement de la première page, c'est juste pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que c'est. Parce que là, certes, nous avons une magnifique lumachelle en fond, mais ce que vous pouvez voir ici, c'est une phylogénie, alors représentée sous la forme circulaire, c'est moins commun. Mais cette phylogénie, en fait, a été créée à partir de tous les taxons qui sont cités dans ce dossier. Donc, si vous êtes joueur, vous pourriez même essayer de replacer, de retrouver quel taxon, donc ils sont tous mentionnés dans le dossier, quel taxon va où sur cette phylogénie circulaire. Voilà. C'est une sorte de sommaire alternatif. Dans un monde magnifique, on aurait pu cliquer sur cette couverture et aller directement sur les exemples concernés, et ça aurait été merveilleux. Bon, dans une prochaine version de Géochronique, hein, parce que là… Non, ce qui nous… en tout cas, bon, si on peut… peut-être il n'y a pas de questions directes encore dans le chat, mais ce qu'on voulait aussi faire passer comme message, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de sources d'avancées dans la connaissance des relations de parenté entre espèces. Il y a à la fois de la recherche, comme tu l'as dit Bernard, purement méthodologique, parce qu'en fait, on doit faire sur des hypothèses sur les choses qui vont, enfin, ce qui va le mieux rendre compte de l'évolution. On n'a pas rentré dans les détails dans notre présentation, on n'a pas dit les mots cladistiques, les mots méthode probabiliste, etc. On n'a pas dit ces mots-là, mais en fait, on peut essayer de résoudre la question par plusieurs voies. Et aujourd'hui, il y a vraiment des recherches sur les méthodes, sur affiner les méthodes. Et là, les paléontologues puissent beaucoup de leur travail chez les biologistes qui avancent très vite sur ce domaine. Après, d'autres paléontologues ne vont pas travailler sur des aspects profonds méthodologiques, mais vont travailler sur des problèmes de trouver des nouveaux caractères, trouver des nouveaux fossiles. Et là, les gisements de préservation étaient exceptionnels et toutes les technologies d'imagerie à rayons, toutes les propriétaires des rayons X, que ce soit la tomographie, que ce soit la diffraction, la fluorescence X, etc., tout ça va nous permettre de voir des choses qu'on ne voyait pas avant et en général beaucoup sur les caractères de l'anatomie interne ou sur des caractères des tissus mous. Donc là, même pour tout un tas de taxons, certains mollusques, etc., on va avoir, avant on n'avait que des caractères sur les coquilles, maintenant on va pouvoir commencer à avoir des caractères de tissus mous. Donc on va apporter de la donnée vraiment d'observation nouvelle, qu'on va pouvoir combiner à des avancées méthodologiques et on va produire de nouveaux résultats. Ces nouveaux résultats, on va pouvoir les confronter à la biogéographie, à des paramètres environnementaux, climatiques, des circulations de courantologie. Enfin, on va pouvoir confronter ces nouvelles hypothèses à des données externes
au taxon. Et là, on va pouvoir restimuler de nouvelles questions. Et donc, c'est jamais fini la phylogénie et ça suscite toujours des nouvelles questions qui peuvent même de temps en temps apporter des vraies problématiques dans d'autres champs disciplinaires. Si nous, on dit, mais là, par exemple, on pense que les faunes ont pu se mélanger et que certaines faunes sont passées, ça veut peut-être dire que c'était plus profond que prévu dans l'océan. Bah, ça peut être une question qui va intéresser d'autres géologues. Donc, ça se répond bien avec tous les paramètres de la géosphère. Et ça nous semblait vraiment important de montrer ça et de ne pas réduire la recherche en phylogénie à classer et ranger les taxons, même si c'est une entreprise tout à fait nécessaire et louable. Ah, tout à fait. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une question de Nathalie Touron. Bonjour Nathalie. Qui nous demandait avec quels critères on travaillait pour le développement des ammonites. Alors, si on pense critères, en tout cas pour considérer la dimension du développement, généralement, on utilise la plupart du temps, on utilise le diamètre, même s'il y a plein de biais à utiliser le diamètre. Mais une mesure de l'ontogénie classique, quand on n'a pas moyen de regarder le temps, c'est d'utiliser la taille. Donc, la plupart des travaux sur l'allométrie, par exemple, considèrent la taille. Bien sûr, il y a des biais. Par exemple, chez les ammonites, au moins, on sait que c'est monotone. C'est-à-dire que ce qui a été sécrété à un moment donné, qui est plus près de l'ouverture, on sait que forcément, c'est plus récent que la partie d'avant. Alors après, évidemment, est-ce que le diamètre retranscrit bien ça? C'est questionnable. Mais bon. Là, ce que dit Jérémy, c'est que sur une ammonite, on a du mal à déterminer l'âge et on a du mal à comparer deux individus pour savoir si on est au même stade de développement. Chez les ammonites, on connaît bien le moment de l'éclosion de l'œuf, c'est marqué sur la coquille. Donc là, on a un critère anatomique, on dit c'est l'éclosion. Et puis, on a la maturité, où là, on a aussi des critères qui est le resserrement des cloisons de l'ammonite. Donc, on a des points d'étape, mais après, sinon, pour comparer les développements, on va utiliser souvent le diamètre. Et après, ce qu'on va pouvoir regarder comme caractère, ce qu'on a pris dans le cas des ammonites, on va regarder l'évolution de la forme du tour, mais on peut aussi regarder l'évolution de la mise en place des tubercules au cours de ce développement. Depuis donc l'éclosion jusqu'à l'individu mature. On peut regarder la mise en place de la forme des côtes, est-ce qu'elle change? Enfin, voilà, il y a beaucoup de caractères après qu'on va pouvoir regarder tout le long de l'évolution et on va pouvoir comparer plein d'espèces et plein d'individus avec ces caractères-là. Guillaume, tu voulais rajouter un truc? À un moment, je voulais te demander, c'était le tour, le diamètre de l'ensemble de la coquille. Je pense que ça n'est pas un diamètre de tour final. Des fois, on fait les deux. D'accord. Quand on peut les démonter, on les démonte. Mais quand on ne peut pas les démonter… Ouais. On fait au mieux. Vous avez une autre question, je sais pas. Vous la voyez? Est-ce que ces méthodes sont applicables également en microfossiles, forames, ostracodes, etc.? Ah ben moi, je suis… Ah ben moi, je pense que oui. Ouais. Oui, oui. D'ailleurs, il y a des foraminiféristes et des ostracodologues qui utilisent des tas de méthodes. Alors, pour le développement, en plus, chez les foraminifères, c'est une construction par loge. On peut même intégrer le développement. Pour les ostracodes, c'est un peu différent. Mais c'est des organismes qui portent une information dans leur forme et cette information, elle peut être décryptée du point de vue phylogénétique par différentes méthodes. Alors, si on veut être à peu près clair, c'est vrai que souvent, la méthode dite cladistique, qui consiste donc à coder des caractères et à essayer de les arranger dans un arbre de la manière la plus simple possible, la plus parcimonieuse, qui impliquerait le moins de transformation d'état au cours de l'évolution. Ça a été peu utilisé en paléontologie, micropaléontologie, souvent parce qu'on disait qu'il n'y avait pas beaucoup de caractères codables, que c'était compliqué, qu'il y a beaucoup de variabilité qu'on ne comprend pas, qu'il y a des espèces cryptiques et aussi que finalement ces espèces, elles évoluaient très très vite et qu'on pouvait lire l'évolution dans le temps. Ce qu'on a aussi dit avec les ammonites. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que lire l'évolution dans le temps, ça a ses limites d'un point de vue méthodologique. Et c'est assez peu reproductible. C'est chacun fait ses empilements de fossiles. Mais sinon, on pourrait utiliser des méthodes probabilistes. Et on devrait, et on va le faire, c'est sûr, mais pour compléter un tout petit peu la réponse, il y a quand même, dans l'héritage des communautés de paléontologues, il y a quand même historiquement une tendance des micropaléontologues à être plus associés aux problématiques des géosciences et aux macro, aux gens qui travaillent au macro et plus particulièrement encore même aux vertébristes.
une tendance à être liée plutôt à des questionnements sur la biologie. Or, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement dépassé, mais évidemment, il y a une petite inertie de ces communautés-là. Donc, je pense qu'en effet, les micropaléontologues se mettent de plus en plus à vouloir faire de la phylogénie, à vouloir faire de la physiologie dans le fossile, ce qui n'est pas forcément facile. Et puis, les vertébristes aussi essayent aussi de faire un peu de biostratigraphie. Mais il y a vraiment le rencontre de deux communautés qui ont deux histoires différentes. Mais on est en train justement de se retrouver dans l'amour. Et surtout, un truc qu'on dit bien en dernière partie, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de questions qu'on ne peut pas explorer si on ne prend pas la dimension phylogénétique dans les analyses. Plein de questions d'évolution, de réponses, même d'établir des diversifications, de savoir connaître des réponses aux crises biologiques. Si on n'utilise pas les phylogénies, à un moment donné, on est limité dans notre interprétation. Et les microfossiles, donc comme les foraminifères, ostracodes, radiolaires, c'est des outils super puissants pour plein de choses. Les paléo-environnements, évidemment la biostratie, mais pour les paléo-environnements, c'est vraiment crucial. Ça peut aller donner des paramètres quand même sur la salinité, sur la température, etc., qui sont extrêmement puissants. Et du coup, si les micropaléontologues veulent profiter à plein et s'emparer à plein des questions d'évolution, eh bien, ils ont besoin d'avoir des phylogénies. Maintenant, c'est nécessaire parce que les tests statistiques, les méthodes, elles intègrent des arbres formalisés. Il faut un arbre. Donc, en fait, aujourd'hui, ils en ont besoin. Donc, tout le monde a besoin de ces arbres. Et donc, par nécessité, de toute façon, il va falloir essayer d'appliquer les méthodes pour construire des arbres de plus en plus robustes, argumentés, y compris pour des taxons peut-être où ça peut apparaître plus difficile parce que moins de... comme les foraminifères ou les ostracodes ou les radiolaires. Mais on fait de la phylogénie des plantes sans aucun problème. Donc, ça marche sur... Ok, mais merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a plus de questions. On est à peu près dans les temps, donc c'est tout à fait parfait. Je voudrais remercier Isabelle, Jérémy et Guillaume pour cette présentation, également pour la coordination du dossier, effectivement. Alors, pour les auditeurs, ce webinaire est enregistré. Il sera disponible sur le site de la SGF. Il y a encore des numéros disponibles si vous voulez commander les numéros de géochronique du mois de mars. Sur la phylogénie, vous contactez la Société géologique de France. Vous pourrez acheter des numéros. Alors, merci encore une fois aux coordinateurs, aux auteurs qui ont participé aussi à ce beau dossier. Merci à Sébastien Garneau qui a réalisé la partie technique de ce webinaire. Et donc, à bientôt, à une prochaine fois. Donc, le prochain numéro qui est sous presse actuellement, c'est sur les deltas. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Merci à tous les auteurs. Merci à tous ceux qui sont connectés. Gros bisous, Nathalie et tous les autres. Au revoir. Au revoir.